Alors Alexandre, on est au lendemain du 1er juillet, qui est aussi, fête du Canada, mais le festival du déménagement, notamment au Québec. Dresse-nous un peu le portrait de la situation. On s'inquiétait notamment de ces ménages sans toit. Et malheureusement, là, ils sont presque 2000 à toujours pas avoir été capables là, de trouver un logement. Il faut dire qu'on l'annonçait quelques jours d'avance, mais c'était pas parti gagné pantoute là, pour ces ménages-là, alors que les loyers ont augmenté là, depuis 2019, des chiffres qui ont abondamment circulé là, de 71% en moyenne là, à Montréal. Évidemment, on n'est pas rendu au niveau de Toronto, de Vancouver, mais ça reste quand même ultra inquiétant, surtout qu'il y a de plus en plus de ménages montréalais, québécois en général, qui doivent dépenser des proportions toujours plus grandes de leur salaire, de leur revenu, juste sur le logement, alors que tout a augmenté, là, incluant l'épicerie, on s'entend. Puis c'est toutes sortes d'histoires qui ressortent dans les médias, là, tant de foyers qui sont pas capables de s'en retrouver des logements, comme c'est le cas de Kevin Imbeau-Pelletier, qui a été consulté là, par Zoé Arcan, notre collègue du journal. Sa famille, ça fait 2 fois en 2 ans qu'ils trouvent pas de logement. La première fois, c'est des inondations qui les ont fait sortir de chez eux, ont dû habiter dans une roulotte, ont fini par retrouver, là, après les inondations, un autre logement, emménage dedans, et là, le propriétaire les met à la porte, dit non, c'est mon fils maintenant qui va venir habiter ici. Ce qui passe du côté du tribunal administratif du logement, mais pas en termes de délai pour lequel ils les ont prévenus. Là. Ils ont prévenu à moins de 3 mois de préavis au lieu de 6. 3 mois dans cette économie, se retrouver un loyer. Abordable. Abordable. Et puis c'est bien ça le problème. Là. Eux, ils dépensaient déjà, ce couple-là, que font M. Imbeau, 70% de leur revenu là, directement en loyer. Ce qui est beaucoup trop. Là. Actuellement, ça devrait être quoi? Autour de 35-40%. Là, ça commence déjà à être sur la corde. 30% de mémoire. Là. Salaire. Après ça, c'est sur la corde raide. Là. Oui, puis là, maintenant, ça, c'était 70% avant. Ils se rendent compte maintenant que les loyers ont encore augmenté, que ça va monter presque à 90%, puis qu'ils sont pas capables de se payer tout ça. Et là, ils ont fait appel à toutes sortes d'organismes. Leur député, c'est le premier ministre François Legault. On dit que là, il y a eu l'Office municipal d'habitation de l'Épiphanie qui a réussi à les loger une nuit à l'hôtel, mais on se comprend que pour des familles comme ça, qui ont des enfants aussi, là, je ne l'ai pas précisé, c'est extrêmement difficile. D'autres difficultés, c'est les logements, particulièrement à Montréal, mais un peu partout au Québec, qui, on les a visités dans un état, mais on les trouve dans un autre. Et toi, ça t'est déjà arrivé, ça, cette situation-là? Le dernier appartement là, que j'ai habité, puis j'y suis resté longtemps. Là, j'ai réussi à l'arranger du mieux que je pouvais. Mais quand je l'ai visité, ça me semblait bien, un peu sale, mais ça se nettoie. J'avais pas vu sans les tapis, sans les affiches sur les murs, sans les meubles, sans les électros. Il y avait du déchet au pied carré. Moi, ça a pris 2 semaines avant que je puisse habiter mon logement. Puis ça a nécessité un ménage de fond en comble. Heureusement, j'ai eu de l'aide, mais fallait frotter les murs à vadrouille, là, tellement il y avait des taches de la crasse incrustée. Non, c'était absolument horrible. Et il y a un autre témoignage dans la presse aussi, là, qui ont rencontré un jeune couple qui venait de se trouver un 5,5 à 1700 $, très abordable, direz-vous, dans cette crise du logement. Et là, ils se rendent compte, un peu comme ça m'est arrivé, là, je me suis beaucoup reconnu là-dedans, que c'est tellement insalubre, finalement, qu'il y a des larves de verre blanc à terre croûtées. Je m'excuse, je vais te faire grimacer, Alex. Là. De la moisissure dans la salle de bain, de la saleté partout. Ça va leur prendre du nettoyage professionnel. Puis ils peuvent pas habiter dans leur appartement. Ils sont obligés de se loger chez des gens un peu partout autour. Bref, c'est un scénario, malheureusement, là, qui se répète. Puis ça, c'est sans compter les endroits où il y a des gens, les anciens locataires, qui laissent carrément tous leurs meubles en dedans aussi. Un beau coup de cochon à faire à quelqu'un au 1er juillet. Décortiquons un peu tout ça. Prenons ça point par point. D'abord, la quantité de ménages sans toit, c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Puis quand on regarde le portrait de la situation avec la hausse des loyers, avec la construction de logements sociaux, puis j'entendais la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, hier, dire, oui, mais il y en a qui sont en chantier, il y en a qui s'en viennent. Or, c'est que ça ne va pas assez vite et les loyers augmentent, les salaires ne suivent pas. Alors, c'est sûr qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Parlant de ministre qui risque d'être sur la corde raide là, en vue du prochain remaniement ministériel, je pense à Mme Duranceau qui, encore hier, dans certaines entrevues, y est allée de déclarations qualifiées de maladroites par plusieurs organisations, notamment le Frappru, lorsqu'elle faisait référence au fait que, vous savez, là, je vais la paraphraser, il y a souvent des problématiques sous-jacentes là,
en lien avec la difficulté de se trouver un logement. Alors ça, il a dit ça en entrevue hier. Vous comprendrez qu'il y a certains groupes communautaires qui ont bondi. Il y a toute la question aussi des abandons d'animaux. Ça, moi, à chaque année, ça me brise le cœur. Là. Puis on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard là, avec quelqu'un de la SPCA. À chaque fois, à chaque année, c'est toujours la même histoire. Il y a des gens qui laissent derrière un animal de compagnie. Certains même, puis c'est dans le Devoir ce matin, des inspecteurs, des patrouilleurs qui, par exemple, sont appelés sur les lieux. Les nouveaux locataires ont emménagé, ont débarré la porte et ils ont trouvé un animal, que ce soit un chat, un chien, qui avait été laissé seul à l'intérieur d'un loyer. Alors ça, moi, c'est le genre de truc qui me brise le cœur, assurément. Et Marianne, puis ça, c'est sûr que sur le 187 Cube Radio, sur la messagerie texte, ça fait énormément réagir. Ah oui, ça fait beaucoup réagir concernant la salubrité des appartements. On a Julie de Montréal qui nous écrit pour dire qu'elle, son condo à Laval, ils ont dû faire appel à une équipe de nettoyage. Ouais. Une semaine avec les boîtes à nettoyer des verres, des cheveux pognés dans le drain. Ça, là, honnêtement, des cheveux pognés dans le drain, là... Moi, mon père, il a dû venir déboucher mon évier. Ça fait 2 ans et demi que j'habite à mon appartement, là, puis l'évier de la salle de bain n'avait pas été débouché. Et c'est mon père qui a tout fait ça et il a sorti des atrocités cet endroit-là. J'aime boucher les oreilles. Dégueulasse. Alors que pourtant, ça devrait tellement être quelque chose de fait puis entretenu par les locataires. Je sais pas, moi, mettez quelque chose qui ramasse les cheveux dans le fond du drain ou peu importe, là, mais on a beaucoup de textos sur le 187 Cube Radio. N'hésitez pas à nous faire part, vous aussi, de ce qui s'est passé si jamais ça vous est arrivé également. Là, mais ouais, c'est beaucoup de réactions ce matin. Là, je pense que ça nous touche tous de près ou de loin. Là. Puis une autre image, moi, qui me marque, puis j'avais la réflexion ce matin, là, en m'en venant ici, je passais par d'Iberville. Puis... je comprends quand on déménage, on laisse parfois des choses derrière, puis il y a la collecte des encombrants. Ça, je comprends tout ça. Là. Puis dans certains cas, c'était très, très, très bien fait. Mais dans d'autres cas dont j'ai été témoin ce matin, je me dis, coudonc, là, ça, c'est ce que j'appelle là, des dépôts sauvages. Là. Ça a été dompé là, de manière toute pêle-mêle. Ça déborde sur le trottoir. Les gens peuvent même plus circuler. On va se le dire. Il y a des gens, je comprends, là, on peut laisser des choses derrière lorsqu'on déménage, mais il y a des cochons, puis pas à peu près. Là. Ouais. Comment tu peux laisser autant de cochonneries derrière toi quand tu déménages? Moi, ça me dépasse. Là. Il y a une ligne à un moment donné entre je laisse des choses derrière, puis je suis un vrai cochon. Là. Ah, puis c'est un scénario qui se répète chaque année. Là. Moi, ça fait depuis l'an passé qu'à l'émission de notre collègue Benoît Dutrisac, je fais des archives de ce qu'on trouve dans les rues. Puis pas juste au 1er juillet. Là. Des amoncellements de déchets, des matelas, des bases de lit jetés en pleine rue. Oui. Ce matin, c'est difficile dans les rues de Montréal, là, dans certains quartiers particulièrement. Là, je sais pas comment on va réussir à ramasser autant de déchets, mais c'est une critique qui revient de plus en plus. Puis dans certains quartiers où j'habitais, dans Hochelaga, Maisonneuve, ils ont mis en place une mesure qui fait tout son sens. Là. Collecte des déchets aux 2 semaines. D'accord, plein de raisons environnementales. On veut motiver les gens à mieux trier leur bac. Tout ça va de soi. Ah, mais ça pue. Mais oui, mais avec une densité de population, comme il y a dans ce quartier-là, des immeubles avec des 10, 15 logements, tu remplis les poubelles, tu les remplis les bacs, puis une semaine d'été où il fait 40, le bac qui est plein pendant 2 semaines de temps, ça pue, mais ça incommode tout le monde autour, puis ça fait en sorte que nos rues, malheureusement, à Montréal, vont rester sales. On dirait que les gens, ils se donnent pas la peine quand ils déménagent, par exemple, d'aller porter des vieux meubles ou des trucs qui sont plus bons dans des dépotoirs. Ou, c'est sûr, il y a des centres qui ramassent ces affaires-là. Ou, des éco-centres. Oui, exactement. Ou, par exemple, un meuble qui est encore bon, aller les donner aux pauvres. Je sais pas, il y a plein de gens qui en ont encore besoin, mais les gens, on dirait qu'ils se donnent juste plus la peine de se déplacer pour ça. Ils vont dire, bon, on laisse ça sur le bord de la rue. Puis même, Marianne, je souligne, il y a des groupes Facebook qui existent. En passant, si vous voulez juste mettre quelque chose devant chez vous, mais prendre une photo, l'envoyer dans un groupe Facebook, dites « Ceci est à donner, telle adresse, venez le chercher. » Facebook Marketplace, il y en a beaucoup. Mais juste à donner, vous voulez vous en débarrasser, au moins indiquer à quelqu'un que c'est encore là, que c'est encore propre à la consommation. Ça va éviter un dépôt sauvage puis du gaspillage. Le savoir-vivre, hein, des fois, c'est une notion qui est compliquée. Non, c'est pas donné à tout le monde. Dans le journal ce matin, Alexandre, on a les détails sur un projet pilote là, pour prolonger les heures d'ouverture là, des commerces au Québec.
Quelque chose que je savais pas, puis c'est le ministre Christopher Skeet qui l'a souligné, c'est qu'on est la seule juridiction ici au Québec, en Amérique du Nord, qui impose des heures d'ouverture au commerce. Puis voyez-vous, c'est pas quelque chose, je pensais que ça allait de soi, mais non, c'est au Québec où on a les fameuses heures d'ouverture qui vont jusqu'à 17 heures en soir de fin de semaine, par exemple, ce qui empêche toutes sortes de commerces, particulièrement avec la luminosité de l'été, de faire plus de ventes. Et là, on essaie un nouveau projet pilote dans 3 régions du Québec. Laval, Gatineau, à Saint-Georges-de-Beauce, jusqu'à 20h la fin de semaine, vont pouvoir garder leurs portes ouvertes. Il y a certaines boutiques, certains commerces qui vont également pouvoir ouvrir plus tard, c'est-à-dire les boutiques érotiques aussi qui peuvent être ouvertes jusqu'à 23h. Avant, c'était simplement pour les libraires et les disquaires. Et là, on s'est dit, OK, c'est le genre de commerce qui peut réaliser des ventes quand même jusqu'à tard la fin de semaine, alors pourquoi pas? Petite fringale est si vite arrivée. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour les trucs érotiques, hein, Alex? Ben oui, exact. Et donc, on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet pilote-là, souligné d'ailleurs par le Conseil canadien du commerce du détail. Puis si ça se passe bien, là, c'est 12 mois de temps, on pourrait l'appliquer au reste du Québec. Ça me fait quand même rire qu'on ait besoin d'un projet pilote pour des heures d'ouverture de commerce, parce que c'est quand même une liberté ou une flexibilité que certains peuvent se permettre, d'autres pas, puis que maintenant, on va les laisser faire à leur guise. Là. Le point d'interrogation, ça va être la main-d'œuvre. Est-ce qu'on aura suffisamment de la main-d'œuvre pour couvrir ces heures d'ouverture-là élargies? Je présume que ça varie aussi d'un secteur d'activité à l'autre. 13,3 millions de dollars de dépensés pour une route qui mènera peut-être à pas grand-chose. Et je pense à Nordvolt. On continue de voir toutes sortes de dépenses qui ont fini par mener à rien au Québec, malheureusement. Puis c'est un autre frais annexe, je vais le dire comme ça, qui vient avec le fiasco de Nordvolt. Je rappelle, on parlait d'un projet là, en septembre 2023 de 7 milliards de dollars, le plus grand projet privé de l'histoire du Québec. Et là, Pierre Fitzgibbon est plus là, 270 millions de dollars d'argent public sont partis et on a là-dedans un 13,3 millions de dollars qui se rajoutent pour la route qui devait se rendre à cette fameuse usine de Nordvolt sur le terrain de Saint-Basile-le-Grand. Et ça devait coûter 22,6 millions, mais le 13,3, lui, il est déjà dépensé dans ce budget-là. On devait faire circuler les camions, entre autres, qui entraient et qui sortaient de cette usine-là, sans passer par toutes les rues résidentielles, les quartiers familiaux qui sont autour à Saint-Basile-le-Grand. Bon. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le maire de la municipalité, M. Yves Lessard, lui dit non, c'est un site qui a une grande valeur, on va pouvoir construire quelque chose là, la route va être nécessaire, donc c'est pas de l'argent qui est nécessairement perdu, mais ça s'ajoute quand même à une longue liste là, de dépenses au Québec qui font sourciller. Décès soudain du maire de Mirabel, puis ça a suscité énormément de réactions. Ouais, partout sur les réseaux sociaux, partout dans le monde municipal, on est en état de choc parce que Patrick Charbonneau, maire de Mirabel, a rendu l'âme là, mardi à l'âge de 46 ans seulement. On parle d'une mort subite, ce serait un décès de cause naturelle, mais pour l'instant, il y a très peu de détails là, qui expliquent là, de quoi il est décédé, mais c'est surtout la vague là, d'hommage, de tristesse là, qui s'est répandue un peu partout. Là, le député fédéral de Mirabel pour le Bloc, Jean-Denis Garon, qui parle de lui comme un ami, un complice, un partenaire de confiance. Plusieurs qui le décrivaient aussi comme une étoile montante dans le milieu de la politique municipale. À un moment où il y a de plus en plus d'élus qui se fatiguent, qui quittent, que l'engouement, même le taux de participation, pour aller plus loin, sont assez anémiques au Québec, merci. Et là, lui représentait à son âge... étoile montante, porte-parole aussi d'une nouvelle génération qui s'intéressait à la politique municipale, puis son décès vient véritablement choquer le milieu, surtout qu'il avait déjà dit là, qu'il voulait briguer un nouveau mandat avec l'équipe Action Mirabel. Vraiment, là, un décès choc, puis on va suivre, bien sûr, là, quelles sont les causes du décès lorsqu'elles seront annoncées. Le Donald a eu une très, très grosse journée hier. Ça a été, honnêtement, il faisait feu de tout bois. On va essayer de faire le tour quand même assez rapidement, tout ça, que ce soit sur la scène internationale, en politique intérieure, toute la question aussi des migrants et les emprisonnements. On va commencer par l'implication américaine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On apprend que Washington cesse de livrer certaines armes à l'Ukraine. Ouais, dernière nouvelle dans cette longue liste-là, c'est des missiles de défense antiaérien et des obus, entre autres, là, qu'on veut cesser d'envoyer là, du côté de Washington. On dit prioriser les intérêts de l'Amérique parce qu'on prélève toutes ces munitions-là des stocks directement là, de l'armée américaine, puis on dit qu'on commence à en manquer là, dans ces coins-là, ou du moins que ça
ça baisse là, assez pour que ce soit préoccupant. Et donc, c'est des objets qu'on va arrêter d'envoyer, même si en ce moment, les Russes intensifient leurs attaques là, sur l'Ukraine, attaques aériennes, entre autres, de plus en plus fort. On parle en juin là, d'une hausse de 36% là, des attaques par drone. Là. On en a envoyé des milliers et des milliers qui viennent frapper, entre autres, Kiev. Les négociations de paix qui achoppent constamment. Le président Poutine ne veut pas faire de concessions. L'Ukraine ne veut pas laisser aller de son territoire. Et donc, les morts continuent de s'accumuler dans ce conflit-là qui est vraiment pas sur le bord de s'arrêter, malheureusement. Et là, on prévient que ça risque de causer encore plus de morts parce que les Ukrainiens ont rudement besoin, là, oui, d'obus, parce qu'ils s'en tirent sur un front, mais aussi des missiles de défense antiaérien. C'est ce qui permet aux Ukrainiens de résister face aux assauts aériens de loin supérieurs, on se comprend, là, de la force de frappe russe. Est-ce que ça va se caractériser par un changement au front? On le craint du côté ukrainien puis du côté, là, plus généralement, du reste de l'OTAN. Sans l'appui américain de manière directe en ce qui concerne des munitions, on s'entend que les chances des Ukrainiens vont diminuer considérablement là, dans un contexte où déjà cette guerre-là dure depuis des années. C'est un support qui est important. On garde aussi du coin de l'œil, on surveille avec intérêt ce que Trump qualifie de Big Beautiful Bill, donc ce qu'on pourrait traduire par sa belle grosse loi magnifique. C'est une autre étape importante qui a été franchie hier. Le bien gros projet, bien swell, de Donald Trump a été adopté là, finalement au Sénat hier. C'est serré, hein? Oui, ça s'est fait par un vote assez serré, puis on s'y attendait, là, alors qu'il y avait des voix dissidentes qui s'élevaient du côté des républicains, mais on a fini par l'emporter, là. Donc, cette loi-là va retourner à la Chambre des représentants. Il y a cette espèce de jeu de ping-pong là, qui se fait entre les deux chambres. Parce qu'on modifie. Le Sénat a modifié 2-3 petites affaires. Ouais. Là, c'était 50-50. Puis après ça, dans des cas comme celui-là, le vice-président américain, J.D. Vance, lui, c'est lui qui vient voter et il a tranché, bien sûr, en faveur de la loi du Donald. Oui, puis on pouvait s'y attendre, là, ce qui va permettre donc de retourner à la Chambre des représentants, toujours contrôlée, bien sûr, elle aussi, là, par les républicains, ce qui fait que ce ne devrait être qu'une formalité là, avant qu'on l'adopte, mais quand même, de voir que ça a grogné autant, c'est peut-être encourageant pour les détracteurs du Donald, mais la loi, elle, est loin de l'être. Là. Je répète rapidement en rafale là, tout ce que ça risque de modifier. Ça vient confirmer des baisses d'impôts, ça va faire presque doubler là, la dette américaine là, par rapport à son économie, là, ce qui, évidemment, rend toutes sortes de gens, à commencer par Elon Musk, ultra inquiets. Ça va sabrer là, l'aide médicale pour 70 millions d'Américains là, qui sont en situation vulnérables. Les oncologues du pays qui tirent la sonnette d'alarme en disant on a des patients de cancer qui vont mourir parce qu'ils ne pourront plus payer leur traitement. Donc ça, c'est inquiétant également. On réduit de 20% toute l'aide alimentaire dans les banques alimentaires américaines à un moment où on en a plus besoin que jamais. C'est la fin des crédits d'impôt pour les véhicules électriques, ce qui pourrait se caractériser par une course aux véhicules EV là, d'ici la fin de l'été. On rajoute cependant 100 milliards de dollars dans le budget là, de l'immigration et des douanes pour aller arrêter de plus en plus de migrants. Ce qui va venir également avec une autre nouvelle, une ouverture, Alex, une grande ouverture qui va se faire aujourd'hui. L'Alcatraz des alligators, non évocateurs quand même. Et Trump est allé visiter ça hier, a fait un gros show avec ça, comme lui seul sait si bien le faire, a donné même des conseils à ceux qui voudraient essayer de s'évader de l'Alcatraz des alligators en disant là, vous pouvez pas courir en ligne droite, faut zigzaguer. Vous avez à peu près une chance de survie si vous vous sauvez de là. Bonne chance. Décris-nous un peu là, ce qu'est l'Alcatraz des alligators qui a été aménagé en un temps record dans un endroit qui est très inhospitalier pour avoir visité ça. Là, les Everglades en Floride m'a dit franchement que je voulais pas débarquer du petit aéroglisseur où on était parce que ça grouillait. Oui, ça grouille entre autres d'alligators et de pitons, hein, des gros serpents là, qui sont pas indigènes en Floride, mais qui se sont multipliés dans les dernières années dans les Everglades. C'est une idée au départ du procureur général de la Floride là, qui, sincèrement, ramenait une idée là, qui sort tout droit de l'imagination là, des enfants, là, le fossé rempli d'alligators qui claquent dans leur mâchoire dans les airs. Mais c'est littéralement ce qu'ils ont fait en 8 jours. Là. Il y a le tarmac d'un aéroport désaffecté qui se trouve en plein milieu des Everglades aux États-Unis. Et là-dessus, des bâtiments modulaires, des tentes, des caméras, des barbelés. C'est quasiment
8000 mètres, 8 kilomètres de barbelés qui ont été déroulés un peu partout autour de ce centre-là, où on espère être capable d'accueillir quelque chose comme 5000 migrants détenus à la fois là, dans le centre. On promet qu'il va y avoir des soins médicaux, de l'air climatisé en tout temps, une cour de récréation, des soutiens d'avocats, mais il y a plusieurs, évidemment, là, détracteurs de l'administration Trump, ainsi que des défenseurs des droits de l'homme qui ont encore une fois tiré la sonnette d'alarme. Pour eux, mais pour l'administration Trump, on dit c'est une solution super économique, là, hein? Ça coûte presque rien, on l'a fait en 8 jours, puis s'ils veulent sortir de là, il y a une seule route, puis elle va être surveillée, puis le reste, bonne chance, il y a des alligators à grandeur. Bref, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un des nouveaux projets américains là, qui, je le rappelle, veulent déporter en masse plusieurs dizaines de milliers là, d'immigrants illégaux aux États-Unis. Il y a même déjà de la marchandise, la merch, comme on dit, à l'effigie de l'Alcatraz des alligators. C'est vraiment là, incroyable. On va aussi surveiller avec attention aujourd'hui ce cessez-le-feu potentiel de 60 jours qui sera en préparation avec Gaza. Là. C'est ce que Trump a dit hier. On verra bien si ça va se concrétiser ou pas. Marianne, on a un verdict partiel dans le procès, un procès qu'on suit avec attention, celui de P. Diddy. Selon les médias américains, le jury dans le procès pour trafic sexuel de Sean Diddy Combs s'est accordé mardi sur un verdict. On dit pour 4 chefs d'accusation. Donc, les jurés en auraient informé le juge sans cependant annoncer leur décision qu'ils s'étaient entendus sur des verdicts pour les chefs d'accusation de trafic sexuel, mais pas sur celui d'association de malfaiteurs qui est le chef d'accusation principale de la cause de ce procès. Et ce chef d'accusation, d'ailleurs, qui est passible potentiellement de la prison à vie. Les 4 autres chefs d'accusation pour lesquels le jury s'accorde, eux, sont passibles chacune de peine maximale allant de 10 à 15 ans de prison. L'accusation et la défense ont demandé au juge que le jury poursuive ses délibérations sur le chef d'accusation, toujours litigieux avant d'annoncer les verdicts pour les autres charges. Je vous rappelle que P. Diddy est accusé d'avoir forcé des femmes à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant que lui, il se masturbait ou pendant qu'il filmait, et aussi d'avoir mis en place un réseau criminel dont il était à la tête pour organiser ces marathons qu'ils ont été nommés Freak Off. Il a plaidé non coupable à ces accusations-là et lui et ses avocats ont décidé de ne pas témoigner, qui est une stratégie assez courante dans la défense aux États-Unis. Donc, ces avocats n'ont pas à prouver l'innocence de leur client, mais plutôt à semer un doute raisonnable chez les membres du jury. Donc, ça se poursuivait pour une deuxième journée mardi. Ils ont débattu de 11h30 à 17h lundi. Les 2 jurés étaient de retour au tribunal vers 9h mardi. Et ils ont quand même fait plusieurs demandes hier là, pour réclamer notamment les transcriptions de certains témoignages entendus pendant le procès. C'est plus d'une trentaine de personnes là, qui sont venues témoigner pour ce procès-là. On continue à suivre ça là, de très près. Et 1er juillet, c'est aussi, Alexandre, l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. Kent Hughes a fait certains coups fumants et c'est pas venu nécessairement avec des grosses signatures parce qu'on surpaye tellement là, les joueurs dans le marché à ce moment-là, mais il est allé d'une transaction assez spectaculaire avec les Blues de Saint-Louis. On m'annonce à l'instant à l'oreille qu'on a même un extra audio hier de Kent Hughes au travail. Au fourneau, au grill, en train de cuisiner, hein, parce que c'est ça. En une journée, mon Dieu, ben le DG du Canadien, il est allé de coups fumants, comme tu le dis, là, pour les amateurs. Une belle brochette. Parce que oui. Pour les amateurs de hockey, là, comme moi, comme vous, là, il y a beaucoup de choses auxquelles se réjouir. Puis l'été est loin d'être fini. Hier, il était même pas midi, qu'on a annoncé là, qu'on se départissait de Logan Mailloux, l'un des défenseurs, le prometteur du Canadien de Montréal, en échange de Zachary Bolduc, hein, attaquant de 22 ans, un fier Québécois d'ici, qui vient des Blues de Saint-Louis. Donc, un échange dans ce cas-ci. Mais quand on parle de coup fumant, c'est que Logan Mailloux, on dit que c'est un joueur talentueux, un flair offensif pour un défenseur, mais qui n'a pas le QI hockey nécessairement là, pour être capable d'être efficace et hermétique en défense comme on le veut dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on l'échange contre Zachary Bolduc, qui a presque fait le plateau des 20 buts la saison dernière avec 19. Il joue moins de 13 minutes par match. Et là, ça pourrait devenir le premier Québécois depuis longtemps à être capable de compter 20 buts avec l'organisation du Canadien. Il est jeune, donc va être on se comprend, là, dans la gamme d'âge du Canadien de Montréal, avec un noyau qu'on veut vieillir tout le monde ensemble. On va pouvoir le mettre sur le deuxième trio également. Puis on avait trop de défenseurs là, avec les ajouts, entre autres, de Noah Dobson. Donc ça fait... puis on a déjà David Reinbacher, un autre espoir qui s'en vient bientôt.
il y avait plus de place, il y avait de la congestion en défense, puis donc pour presque rien, on va chercher quelqu'un qui a le potentiel de compter des buts, puis pas mal dans sa carrière. C'est un coup fumant. Et je veux juste ajouter, parce que tu l'as très bien décrit, là, ce gars-là, de un, était dans la course aussi au trophée de recrue de l'année. Il est arrivé dans le portrait, là, vraiment dans la deuxième moitié de la saison où il y a vraiment, là, tu sais, quand on dit là, eu une progression fulgurante, là, c'était ça. Là. Il jouait sur le premier avantage numérique des Blues. Il a eu vraiment une fin de saison incroyable. Fait que, tu sais, dans sa courbe d'apprentissage, là, tu te dis tout est permis. Là. Tu sais, les espoirs sont réels. Puis pour ce qui est de Logan Mailloux, ça n'enlève rien à son talent. Bon, il y a eu toute la controverse aussi, là, ses erreurs de jeunesse. Mais oui, c'est un défenseur talentueux, Mailloux, qui va probablement être un top 4 dans la Ligue nationale de hockey. Mais souvenez-vous l'année passée, lorsque le flanc droit du Canadien, au niveau de la défensive, était dégarni. Ouais. On l'a pas plus rappelé, Mailloux. Pourquoi? Ben, probablement parce qu'il y avait certaines lacunes dans son jeu dans la Ligue américaine. Alors moi, j'applaudis Kent, ou qu'on appelle Went, à cause du W, win, victoire, souvent dans certains échanges. Alors ça, moi j'aime ça voir ce genre d'échange-là, plutôt que des signatures. Exemple, là, qu'on perde un Christian Dvorak là, qui a signé avec les Flyers à un coût exorbitant. Là. Moi, ça, si le Canadien avait payé ça, ça aurait été vraiment une catastrophe dans le plafond salarial. Oui, puis il fait partie donc des joueurs là, qui sont partis, là, Christian Dvorak avec les Flyers. Yoel Armia également, là, qui a quitté l'organisation du Canadien, là, s'en va à Los Angeles. Là, lui aussi, là, qui a accepté un contrat le plus généreux dans ce coin-là. Michael Pezzetta aussi, lui, s'en va à Toronto, là, la région dont il est originaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis aussi, là, quand on parle de mouvement là, du côté du Canadien. Beaucoup qui s'en vont. Bon, le plus gros problème là-dedans, là, on se comprend, Yoel Armia peut être quand même très bien remplacé là, par Bolduc. C'est plutôt du côté de Christian Dvorak. On perd un autre centre, puis c'est à cet endroit-là qu'on est complètement dégarni du côté du Canadien. Oui, Jake Evans fait bien, Newhook peut également jouer au centre, mais on le cherche, là, le fameux centre de deuxième trio. Faut croire que Kent Hughes va continuer à travailler fort là, d'ici octobre pour être capable de nous trouver ça. D'autres signatures aussi de jeunes Québécois, Samuel Blais, Alex Belzile aussi avec les Canadiens de Montréal là, qui sont mis sous contrat, ainsi qu'un autre gardien, parce qu'on a laissé aller Caden Primo aussi là, aux Hurricanes. On se disait, OK, avec déjà Samuel Montembeault, Jakub Dobeš, Jacob Fowler aussi qui s'en vient. On est bien garni. On est allé chercher un autre, là, Capo Kakkonen, autre gardien qui s'est rajouté là, pour un contrat d'un an, 1,15 million de dollars. Donc, il va y avoir une course, encore une fois, serrée pour devenir l'adjoint de Samuel Montembeault. Il va vraiment juste nous manquer notre deuxième centre pour l'instant. Le Canadien là, qui s'enligne pour être déjà là, pas mal meilleur que la saison dernière. Mais l'été est encore jeune. Et Kent Hughes nous a habitués à avoir des coups fumants en cours de route, en cours d'été, juste avant le tournoi de golf du Canadien. Souvent, ça se produit.